parents à l'État. Un chiffre à présent, il est souvent présenté de manière abstraite. Il illustre la dérive inexorable des finances publiques de la France. Depuis 40 ans, tous les gouvernements, sans exception, ont dépensé plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Pour attirer l'attention de nos dirigeants sur le train de vie de l'État, des économistes ont utilisé une autre image beaucoup plus parlante. À compter de ce jour, lundi 9 novembre et jusqu'à la fin de l'année, l'État va devoir emprunter car ses caisses sont vides. Confirmation avec Benjamin Dard et Charles Voissier. Si l'État fonctionnait comme un ménage, il serait aujourd'hui même à découvert. En 10 mois, nous avons déjà dépensé toutes les recettes du pays, soit quand même la coquette somme de 390 milliards d'euros. Pour les besoins quotidiens, santé, éducation, aide sociale, soutien aux entreprises, salaire des fonctionnaires, retraite. Et pour boucler la fin du mois, enfin plutôt la fin de l'année, il nous faut trouver pas moins de 74 milliards d'euros. La situation s'est dégradée au cours du temps, car il y a 25 ans, nous étions à découvert beaucoup plus tard dans l'année, autour du 12 décembre. Autre source d'inquiétude, nous empruntons de l'argent pour rembourser notre dette vertigineuse. Elle atteint 2100 milliards d'euros. L'État peut aussi s'endetter pour investir, pour construire, notamment des écoles, des hôpitaux, un certain nombre de biens publics. Et donc là, on voit que si on s'endette pour construire, c'est pas grave. Le problème, c'est quand on commence à s'endetter et qu'en face, on n'a pas ces investissements, ces constructions. Or aujourd'hui, depuis le début de la crise, c'est ce qui se passe. Et sur les 74 milliards d'euros que nous allons devoir emprunter cette année, une grande partie va servir à payer les intérêts de notre dette. 47 milliards d'euros. Seule consolation, nous ne sommes pas les seuls à vivre à crédit. Les comptes de l'Espagne, du Portugal ou de Chypre ont basculé, eux, dans le rouge dès le mois d'octobre. Le Royaume-Uni et l'Italie devront vivre à crédit à partir du mois de décembre. Seuls 4 pays sont vertueux, l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie et la Lituanie. Ils n'auront pas besoin d'emprunter, leurs recettes couvrent leurs dépenses. Elle a vu le jour en 1963. Charles de Gaulle était président de la République. La carte scolaire devait, à l'origine, favoriser la mixité sociale en permettant à des enfants de milieux différents de fréquenter une même école. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. La ministre de l'Éducation nationale présentera demain un plan pour rompre l'isolement des établissements les plus défavorisés. Marie Croxel et Stéphane Deperroy se sont rendus à Toulouse, dans un collège où l'on tente d'attirer de nouveaux élèves. Des parents au milieu des élèves, la situation n'est pas banale. Ils assurent à tour de rôle la permanence du foyer de ce collège d'éducation prioritaire. Un poste d'observation idéal pour se faire leur propre opinion sur l'établissement de leur enfant. On peut rencontrer des professeurs, c'est un autre moyen d'avoir d'autres infos. Le fait d'être aussi intégré au milieu du collège, ça permet de se rendre compte que c'est vraiment un établissement et un endroit qui est très rassurant, effectivement, et qui est très épanouissant pour les enfants. Encore faut-il que cela se sache, car ce collège situé dans le quartier du Mirail peine à se débarrasser d'une réputation peu flatteuse, héritée d'une autre époque. Dans cette école primaire rattachée au collège, la sécurité des futurs collégiens inquiète les familles. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'environnement. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Franchement, si je mettrais ma fille dans le privé. Pour éviter ça, depuis 5 ans, les équipes de direction successives ont pris leur bâton de pèlerin pour faire connaître l'établissement avec le concours des parents d'élèves. La principale se déplace, je te rappelle, au primaire. Elle était venue, elle nous avait rassurés. Résultat, en 2010, une famille sur 2 contournait le collège. C'est 1 sur 4 aujourd'hui. Que les enseignants expliquent la façon de fonctionner du collège, c'est très bien, mais que nous, parents, puissions être un repère pour rassurer les parents, je pense que c'est très important. La question du niveau interpelle beaucoup les parents. Et donc nous, on est là aussi pour que ce soit un collège exigeant. Il faut dire qu'on est ouvert, il faut le montrer, ne pas vivre seul et cloisonné, accepter que les parents aient pleinement leur rôle à jouer et soient de véritables collaborateurs. Le collège bénéficie de quelques places réservées dans 2 lycées cotés de Toulouse et affiche ses efforts d'innovation, comme ce cours d'histoire de l'art animé par 2 professeurs. À force de volonté, la mixité sociale gagne du terrain, mais il reste beaucoup à faire. C'est un rapport remis au gouvernement au printemps dernier. Il avait confirmé l'ampleur du harcèlement sexiste dans le transport en commun. 100% des femmes qui se déplacent en train, en bus ou en métro affirmaient avoir été harcelées au moins une fois dans leur vie. Une campagne vient d'être lancée. Elle rappelle les peines encourues par les agresseurs. 6 mois de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Des affiches et un clip ont également été rendus publics. Regardez. Mademoiselle, vous êtes charmante. Alors, on fait connaissance? C'est quoi ton numéro? Et ta petite jupe, là, c'est pour moi? T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, sale chienne. Stop, ça suffit.
Le quotidien des femmes ne doit pas ressembler à ça. Face au harcèlement, n'attendons pas pour réagir. Voilà donc pour ce clip diffusé sur de très nombreuses antennes depuis ce matin. C'était il y a 2 mois, alors que des dizaines de milliers de migrants arrivaient en Allemagne. Quelques centaines d'autres, fuyant la guerre ou l'oppression, choisissaient la France. L'une de nos équipes avait suivi leurs toutes premières heures sur le sol français, à Cergy-Pontoise, non loin de Paris. Que sont-ils devenus? Comment se passent leurs premiers pas dans notre pays? Antoine de Pressigou et Julien Bervilliers les ont retrouvés. S'ils sont aujourd'hui sur le chemin de l'école, c'est par ici. Ali et ses enfants ont parcouru une route bien plus dangereuse, il y a quelques mois à peine. 35 jours d'errance à travers l'Europe pour fuir l'Irak. Depuis, leurs préoccupations ont bien changé. Pour les enfants, c'est un peu difficile, car ils ne connaissent pas la langue. Mais ils sont heureux d'aller à l'école. Il y a 2 mois, jour pour jour, Ali et sa famille faisaient partie de la centaine de réfugiés accueillis en France. En quelques semaines, tous ont obtenu des papiers. Madame Al-Fadili, s'il vous plaît. Leur statut de demandeur d'asile a été officiellement reconnu. Ce document-là les place en situation régulière et leur permet de travailler. Pour accélérer la recherche d'emploi, certains réfugiés ont participé à des ateliers de création de CV. Toutes les tâches qu'il a effectuées, il faut les répertorier. La barrière de la langue complique le travail. Il faut du temps. Chaque compétence doit être traduite. Ouais, c'est une grue. Syriens ou Irakiens, tous avaient une situation confortable dans leur pays d'origine. J'ai un diplôme d'ingénierie mécanique que j'ai obtenu en 1996 à Cuba. À la limite, ils ont tous un parcours professionnel plus intéressant que le mien déjà. Certaines villes proposent également des logements pour les réfugiés. Bonjour. Bessancourt a investi 6 000 € pour rénover et meubler cet appartement de fonction. Mais pour le maire, pas question de parler d'assistanat. Quand on a signé le bail, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est quand on aura les moyens de payer un loyer, on paiera un loyer. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on fasse progressivement, qu'on leur explique le coût des charges, le coût normal d'un loyer ici, et qu'à fur et à mesure de leur autonomie, ils puissent assumer le loyer, puisque c'est leur souhait. Ali, sa femme et ses 4 enfants occupent désormais ces 80 mètres carrés. Là, c'est la chambre. J'avais un restaurant en Irak. J'aimerais bien en avoir un ici, mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Dès que j'aurai un travail, je ne voudrais plus aucune aide. Comme les autres réfugiés, Ali et sa femme n'ont pas encore trouvé de travail. Mais ils veulent aller vite et souhaitent être autonomes d'ici 6 mois. Nous sommes à 45 jours de Noël, les guirlandes et les sapins ne sont pas encore en place, mais de nombreux secteurs sont déjà en surchauffe. L'industrie du jouet, les ostréiculteurs, les chocolatiers, des centaines d'entreprises recrutent pour répondre à la demande et aux commandes. Reportage dans le sud-ouest de Guillaume Ployer et Grégoire Guisteau. À 5 h du matin, Nico, le réveil est un peu brutal pour ces femelles esturgeons. vous me ferez 2 cuves à 42 et 2 cuves à 43. Depuis un mois, le rythme s'accélère. 200 d'entre elles sont prélevées tous les jours dans les bassins d'eau claire afin d'en extraire le précieux caviar. En ce moment, c'est le coup de bourre, puisque il faut produire pour les fêtes, bien sûr, puisque le gros de nos ventes en caviar se fait au moment de Noël et du 1er janvier. Dans cette période décisive, la moitié de la production annuelle est écoulée. 700 kilos de caviar sortent chaque semaine de ces ateliers, soit 10 fois plus que le reste de l'année. 24 salariés y travaillent à temps plein, ils ne sont que 10 hors saison. On a un gros coup de feu de production jusqu'à fin novembre pour la fabrication des œufs. Et ensuite, au moment de décembre, on va passer plus sur la partie commercialisation, où là, on va rentrer dans la réalisation de toutes les commandes. Décembre, c'est un enjeu de taille. 80% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Tout comme chez l'un des géants français du foie gras, où d'importants renforts sont arrivés cette semaine. Un recrutement massif pour réussir la dernière ligne droite et monter en puissance jusqu'à Noël. On a des effectifs qui sont multipliés par 20 à cette période de l'année pour faire en sorte de répondre à la demande. On passe à peu près dans cet atelier de 6 personnes à 120 personnes et au total de l'usine à peu près à 700 personnes aujourd'hui en activité pleine. Et pour muscler ces effectifs, l'industrie agroalimentaire fonctionne souvent en réseau. Les entreprises d'une même région s'entraident, s'échangent les saisonniers au gré des pics de production. On travaille avec les autres entreprises du secteur de façon à essayer de fidéliser nos saisonniers, de façon à ce qu'ils puissent revenir tous les ans à la même période
et qu'on ne soit pas obligé de réinvestir systématiquement dans la formation de la totalité des effectifs qui rentrent. Les camions prennent déjà la route pour effectuer les premières livraisons dans tout l'Hexagone et s'assurer que les produits de fête trouvent une place de choix dans les rayons. L'actualité à l'étranger, elle est marquée ce soir par ces images saisissantes tournées en Chine. Ce très épais brouillard grisâtre qui a envahi plusieurs villes du nord-est du pays n'a rien de naturel. Depuis hier, des niveaux de pollution records 50 fois supérieurs au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé ont été enregistrés dans cette région. Ils sont dus au redémarrage du chauffage dans les grandes métropoles chinoises alimentées au charbon ainsi qu'à la pollution automobile. À 2000 km de là, une autre métropole asiatique a pris des mesures radicales pour rendre l'air respirable. En 10 ans, Tokyo, où vivent 37 millions d'habitants, a totalement banni le diesel de ses rues. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit récemment vouloir s'inspirer de cet exemple. Reportage dans la capitale japonaise d'Aviva Fried et Christelle Gemme. Une belle journée d'automne à Tokyo, avec un ciel bleu qui domine la capitale nippone. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Tokyo, c'était ça. Des usines et surtout des voitures qui crachent des fumées toxiques. En cause, le diesel. Jusqu'en 2000, la ville suffoque. Si un camion de 10 tonnes roule 1 km, il produit 1 gramme de particules fines comme celle de cette bouteille. Une bouteille pleine, c'est 100 camions. Et avant, à Tokyo, on remplissait 120 000 bouteilles par jour. Décision radicale, Tokyo met alors fin au diesel, à grand renfort de contrôle dans toute la ville, des contrôles qui continuent encore aujourd'hui. Bonjour, nous faisons partie du bureau de l'environnement. Vous pouvez nous montrer votre contrôle technique? Les inspecteurs traquent les contrevenants et infligent des amendes records jusqu'à 4 000 €. Ce camion roule à l'essence, mais pour faire des économies, certains utilisent un mélange essence-fioul domestique. C'est très mauvais pour l'environnement. Et ça marche. En 10 ans, le diesel a pratiquement disparu de Tokyo. On trouve encore chaque année quelques camions en infraction. Donc les contrôles sont utiles. Et quand les gens nous voient faire ces contrôles dans la rue, ça les rend encore plus conscients du problème et des efforts à faire. Le plus difficile a été pour les camions contraints d'installer des filtres et des purificateurs, soit 10 000 € d'investissement par véhicule. Certaines entreprises ont fait faillite, car malgré les subventions, elles ne pouvaient pas avancer l'argent pour les modifications. Mais en négociant un étalement de la mise en place des normes, on a réussi petit à petit à mettre en règle tous les camions, même si ça a été dur. Aujourd'hui, moins d'1% des véhicules vendus au Japon sont des diesels. La concentration en particules fines, elle, a diminué de 55%. Dans 21 jours, la conférence mondiale sur le climat s'ouvrira à Paris. Les Nations Unies ont indiqué aujourd'hui que le niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avait atteint un nouveau record en 2014. Cela invite évidemment à trouver d'autres solutions et notamment la géothermie. Inutile d'aller jusqu'en Islande, la ville de Champigny-sur-Marne, près de Paris, a développé cette source d'énergie depuis bien longtemps. Reportage brûlant d'Arnaud Lapère et Karine Bourdet. C'est un quartier populaire de Champigny, un des premiers en France à avoir construit un réseau de géothermie. Depuis 30 ans, il assure la fourniture en eau chaude et en chauffage par le plafond d'environ 7200 logements. Et pour ses habitants, l'avantage financier est évident. Pour l'eau chaude et le chauffage, je paye 70 € par mois. C'est toujours le même montant tous les mois. La géothermie. Cela consiste à utiliser le pouvoir calorique de l'eau chaude contenue dans le sous-sol. Nous sommes à la verticale de la nappe qui alimente le réseau de Champigny. C'est la tête de puits, donc nous puisons l'eau à 1700 mètres de profondeur et elle est à 76 degrés. C'est le cas de l'installation de Champigny. Mais en moyenne et en général, l'eau à 85 degrés est puisée à 1800 mètres de profondeur. Elle est réinjectée dans le sous-sol via un autre puits. La chaleur d'origine géothermale est récupérée. Grâce à un échangeur, elle réchauffe le réseau urbain, puis le réseau des abonnés, c'est-à-dire les immeubles. Tout commence par un forage, comme ici à Ivry-sur-Seine. La commune veut élargir son réseau de chaleur et l'étendre à un nouveau quartier. Et cette commune a de la chance, comme beaucoup d'autres en Île-de-France, elle est située au-dessus d'un immense réservoir d'eau chaude d'une superficie de 15 000 km².
Le réservoir géothermie a été identifié à l'époque via les campagnes de prospection pétrolière des années 60. Ils n'ont pas trouvé de pétrole, ils ont trouvé de l'eau. La France aujourd'hui est l'un des seuls pays à avoir plus de 30 ans d'expérience dans l'exploitation des géothermies. Son potentiel est d'autant plus grand que l'est de la France, le bassin aquitain et le bassin rhodanien disposent de nappes exploitables. Une fois le forage amorti, au bout de 30 ans, la ressource est gratuite. 250 000 logements pourraient en bénéficier en Île-de-France pour un coût 2 fois moins élevé que le chauffage au gaz. À l'étranger, l'écrasante victoire du parti de l'éternelle opposante birmane Aung San Suu Kyi, la formation politique du prix Nobel de la paix, aurait remporté plus de 70% des sièges. C'était le premier scrutin démocratique depuis 25 ans et l'instauration d'une junte militaire en Birmanie. Cette victoire ouvre peut-être la porte à un changement historique. Nous évoquons régulièrement dans ce journal le départ de jeunes Français pour le djihad. L'État islamique cherche également à recruter et à former de jeunes combattants en Syrie et en Irak. L'objectif est d'en faire le plus souvent des kamikazes. Ceux qui refusent d'être enrôlés subissent des sévices et parfois des mutilations. Ces adolescents s'expriment très rarement. Lise Romboudoul, Johan Engen et Pauline Lormand ont rencontré un jeune Syrien qui a dit non à Daesh. C'est un témoignage exceptionnel. Attention, certaines images peuvent heurter. Derrière ces barbelés, la Syrie. Et à quelques heures de voiture, la ville de Raqqa, contrôlée par les djihadistes de l'État islamique. Ces images, tournées en cachette par un habitant, montrent l'omniprésence des combattants en armes dans la ville. Ils y font régner la loi islamique, répandent la terreur et embrigadent de force les jeunes garçons et même les enfants. Dans une ville turque proche de la frontière, nous retrouvons Bassel, un adolescent de 14 ans qui a fui la Syrie avec sa famille. Lui a résisté à l'embrigadement de Daesh. Il l'a payé cher. Bassel, qui sautille sur une jambe, a été jugé et puni sur la place publique, amputé de sa main droite et de son pied gauche. Il raconte que le juge l'a accusé d'être un mauvais garçon qui ne veut pas suivre les règles et qui aurait des contacts avec des opposants. Ils ont coupé ma main comme ça à la verticale et le pied en diagonale, sans anesthésie pour que je souffre encore plus. Alors je me suis évanoui. Son frère nous montre la photo du supplice, l'amputation. Insoutenable. On y voit des habitants derrière contraints d'assister à la scène. Bassel a reconnu l'un de ses bourreaux, surnommé Bulldozer, un exécuteur officiel de Daesh. Avant ce jugement, Bassel est resté 2 mois dans une prison pour les jeunes qui désobéissent. Ils étaient 75, tour à tour torturés, dit-il, par des geôliers tunisiens, saoudiens et même américains. On était tout nus. Ils nous attachaient comme ça dans le dos et nous battaient avec des câbles. Ils nous torturaient aussi à l'électricité. Il n'y a qu'une chose qui les intéressait, qu'on leur donne des noms de jeunes qui sont proches de l'armée syrienne libre, qui lutte contre Bachar al-Assad. Bassel le confie, il aurait alors préféré mourir. Trop d'horreur dans sa tête. Mais Dieu, dit-il, en a décidé autrement. Ces djihadistes disent qu'ils vivent avec l'islam, c'est faux. Ils ont pris ma ville juste pour voler de l'argent et profiter des femmes. Ils ne pensent qu'à manger tout le temps. Ils se foutent des habitants et de la religion. La grand-mère de Bassel nous avoue que son petit-fils a tenté de se suicider. Elle se sent abandonnée. Personne ici en Turquie, dit-elle, ne leur propose une aide. Il est tout pour moi, mon petit-fils. Mon seul but maintenant, c'est qu'il retrouve au moins son pied. J'aimerais tant qu'un médecin nous aide en Europe. Maintenant, il ne peut plus vivre normalement, c'est fini. Cette famille a accepté de témoigner avec le risque de représailles. Car dans cette zone frontalière turco-syrienne, les djihadistes de l'État islamique vont et viennent comme ils veulent. Sachez que 9 jours après le crash de l'Airbus d'une compagnie russe au-dessus du Sinaï, pour la première fois, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a admis ce soir la possibilité qu'un acte terroriste soit à l'origine de la destruction de l'appareil. Jusqu'à présent, les autorités russes, mais aussi égyptiennes, niaient une telle éventualité.
Dans un tout autre registre, à présent, une image de l'actualité sportive, celle du rassemblement de l'équipe de France de football à Clairefontaine. Une équipe sans Karim Benzema ni Mathieu Valbuena pour des raisons sportives et extrasportives. En revanche, le Niçois Hatem Ben Arfa, qui brille en championnat, a été rappelé par Didier Deschamps. Les Bleus affronteront l'Allemagne vendredi au Stade de France, puis l'Angleterre à Wembley mardi prochain. Il y eut le cyclisme avec l'affaire Lance Armstrong, puis le football avec l'affaire Blatter. L'athlétisme, le sport qui symbolise à lui seul les valeurs de l'olympisme, est à son tour dans la tourmente. Un rapport rendu public aujourd'hui révèle une pratique généralisée du dopage, notamment en Russie, mais aussi de corruption. Les explications de Damien Ferrero et Sander Randezadré. Aux Jeux de Londres en 2012, ces deux athlètes russes remportent l'or et le bronze sur l'épreuve du 800 mètres. Aujourd'hui, ces deux visages représentent la triche. L'Agence mondiale antidopage a d'ailleurs demandé cet après-midi, dans